Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Parlons épigénétique, le podcast scientifique bilingue du Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé, animé par le comité étudiant. Dans chaque épisode, nous échangeons avec des scientifiques canadiens de renom pour discuter de leur parcours, de leurs travaux de recherche et bien sûr de leur passion pour l'épigénétique. Cette semaine, Camille Souchet et moi-même, Laureline Charrier, avons le plaisir d'accueillir Dr Géraldine Delbès, professeure en toxicologie environnementale au Centre Armand Frappier, Santé Biotechnologie de l'INRS. Experte en toxicologie de la reproduction, Dr Delbès nous dévoile dans cet épisode sa passion pour la recherche, le travail en laboratoire et la diffusion des connaissances via une approche pluridisciplinaire. Elle explore également avec nous ses découvertes passionnantes en toxicologie et épigénétique, ainsi que de précieux conseils aux jeunes scientifiques. Merci de suivre notre série de podcasts et bonne écoute. Bonjour Géraldine, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Une question par laquelle on aime bien commencer, c'est quel est votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a amené à travailler en sciences? Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Alors moi j'ai un parcours relativement classique, sauf qu'il s'est passé sur 2 continents différents. Donc j'ai fait mes études en France en sciences, en biologie générale au départ, et puis c'est dans ce cadre que j'ai découvert la physiologie, qui a été ce qui m'a donné le plus envie de poursuivre en fait. Donc j'ai continué après l'équivalent d'un bac au Canada, donc une licence en France, avec une maîtrise en physiologie de la reproduction. J'avais rencontré dans le cadre de mes cours de physiologie un prof passionnant qui s'appelle René Habert, qui m'avait complètement fascinée par la physiologie de la reproduction. Donc, je m'étais mis en tête de continuer mes études avec cette spécialité-là et de travailler dans son laboratoire. Donc, j'ai eu cette chance. J'ai fait un stage qui s'est poursuivi avec, à l'époque, ça s'appelait un DEA, donc un diplôme d'études approfondies, qui est maintenant le Master 2 en France. Et du coup, le concept de cette année-là, c'était on est tout le temps dans le labo, et il y avait juste une journée de cours par semaine. Donc, ça permettait quand même d'avancer sur une année pas mal sur un projet de recherche. Et ça m'a donné le goût de continuer. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un financement pour mon doctorat, ce qui était la condition sine qua non pour pouvoir continuer dans son labo. Et c'est comme ça que j'ai eu un financement du ministère français en recherche pour 3 ans. Donc, j'ai commencé mon doctorat avec une échéance de 3 ans et au bout de 3 ans, il fallait que ça finisse. À l'époque, l'impératif pour faire un doc, c'était d'avoir une publication premier auteur. Donc, l'objectif a été atteint, même plus. J'étais super contente de mon projet. Et ça m'a quand même ouvert beaucoup de portes. Donc, j'ai pu venir faire un postdoctorat à Montréal, dans le laboratoire de Bernard Robert à l'Université McGill. Pour la petite histoire, je finissais mon doc en allant au European Testis Workshop et c'est là que j'ai pu rencontrer Bernard. Et donc, c'est là que ça m'a offert cette opportunité de voyager et de découvrir ailleurs, ce qui était quand même une de mes motivations en fin de doctorat, parce qu'à la fin d'un doc, des fois, c'est un peu difficile quand ça fait 4-5 ans qu'on est au même endroit. Donc, c'était une de mes motivations, aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc, j'ai commencé mon postdoc en 2005. En avril 2005, j'ai débarqué à Montréal avec un contrat de 2 ans. Et puis, en fait, je n'ai jamais quitté Montréal, en fait. J'ai fait 5 ans de postdoc. Ça a été un travail extrêmement fructueux qui a abouti à une seule certitude, c'est que je ne voulais plus quitter Montréal. Donc, j'avais des possibilités d'emploi à droite à gauche, mais finalement, je me suis créé une opportunité à Montréal. J'ai travaillé avec notre collaborateur clinique, donc j'ai été associée de recherche au Centre universitaire Santé McGill, donc c'est plus le côté clinique, au département d'urologie pendant 2 ans. Et j'ai développé tout le laboratoire de recherche et ça m'a donné le goût de développer plus mes projets de recherche à moi. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir un poste de prof à l'INRS en septembre 2012. Donc là, ça fait 10 ans. On a fêté les 10 ans du labo l'année dernière. Voilà le parcours. Qu'est-ce qui m'a emmenée à la science? C'est vraiment, c'est ça, là, cette découverte de la physiologie, ça a été clé dans mon parcours. À la base, je voulais faire médecine. J'ai pas réussi les concours.
j'étais un peu perdue. J'étais très jeune à l'époque. Je voulais tout essayer, à peu près tous les métiers. Mais c'est ça. Ça a été l'accroche qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et donc, Voilà. votre doctorat et votre postdoc, c'était toujours autour de la reproduction à chaque fois? Ouais, alors c'est ça. En fait, tout au long de la carrière, il y a différents moments où on peut choisir de changer un peu de domaine pour comme augmenter les expertises, on va dire ça comme ça. Et moi, c'est vrai que finalement, à chaque fois, ça m'a rattrapé cette envie de rester dans le domaine de la reproduction. C'est vraiment quelque chose. Bon, au début, j'ai fait mes projets par défaut de ce qui se faisait dans le laboratoire de René Haber, ce qui était disponible quand je suis arrivée. Donc, ça tournait sur le développement du testicule. Et en fait, ce que j'ai voulu développer plus quand je suis partie en postdoc, c'était de comprendre plus la spermatogénèse. Fait que ça peut sembler la même chose parce que c'est la fertilité masculine ou en tout cas la reproduction masculine. Mais c'est un domaine tellement vaste que, en fait, juste d'aller chercher l'expertise sur ce qui se passe à l'âge adulte, c'était quelque chose de très nouveau pour moi quand je suis arrivée en postdoc. Et puis, on travaillait sur l'impact des chimiothérapies sur la spermatogénèse. Et donc, en fait, ça m'a aussi beaucoup ouvert sur le domaine de la toxicologie, qui était quelque chose pour lequel je n'avais pas forcément eu de formation à ce moment-là, mais qui m'a été inculqué d'une certaine façon pendant que je faisais mon postdoc et qui restait finalement comme je me suis rendu compte que c'était un lien de tout ce que j'avais appris et qui reste actuellement. La preuve en est, là, j'étais la présidente de la Société de toxicologie du Canada de 2018 à 2020. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est là que ça m'a amené, quoi. Donc, la toxicologie de la reproduction. Voilà. Maintenant, vous avez quand même un pan un peu épigénétique dans votre travail. Et qu'est-ce qui a fait le lien avec ce que vous faisiez précédemment en reproduction et plus le côté épigénétique que vous abordez aujourd'hui? Oui, en fait, je me suis beaucoup inspirée des gens avec qui j'ai travaillé pendant mon postdoc. Et puis, en plus, je pense que j'étais en formation avec l'essor de l'arrivée de l'épigénétique dans le domaine de la toxico et de la reproduction. Donc, en fait, c'était pour rester à la page, à la mode un peu. Il faut s'accrocher aux nouveautés. Donc, on sait que la science avance avec l'innovation. Toute l'innovation qu'il y a eu par rapport au domaine de l'épigénétique a beaucoup influencé la toxicologie de la reproduction parce que c'est devenu un outil en fait pour mesurer les effets, que ce soit de médicaments, de drogues ou alors de contaminants environnementaux. Donc c'est vraiment la lecture du domaine qui s'en allait vers des marqueurs comme l'épigénétique qui s'avéraient être d'abord en amont des effets cellulaires qu'on peut voir. Donc, c'est comme une façon de faire de la prédiction et de la prévention. Donc, c'est un outil qui a du potentiel. Je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on pense, ou en tout cas, les gens du domaine pensent. C'est ce qu'on est en train de tester, dans le fond. Et puis, il y avait cette innovation moléculaire. J'ai fait un peu de biologie moléculaire, jamais poussé au point de ce que je fais maintenant, mais c'était quelque chose qui m'appelait aussi. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller plonger là-dedans. Puis à ce moment-là, en fait, le laboratoire de Bernard Robert travaillait beaucoup avec Jacquetta Tressler, avec Sarah Kimmins aussi. Donc moi, j'étais très influencée par ce qu'elle développait, ce qu'elle faisait, et je trouvais ça super intéressant. Donc j'ai aussi accroché ça comme un outil de plus. Et puis après, quand j'ai monté mes projets de recherche, je voulais absolument qu'on garde ces paramètres moléculaires en tête comme des cibles vraiment à tester, quoi. C'est vrai que quand je regardais la littérature, parce que pour trouver sa niche, pour trouver sa recherche, il faut trouver un endroit où il y a pas de données et il n'y a pas grand monde. Et l'expertise que j'avais développée pendant mon doc sur le développement de la gonade me donnait une phase de développement sur laquelle il n'y avait pas grand monde qui regardait cet aspect-là, en fait. Il y a des difficultés techniques, c'est des organes qui sont tout petits, il y a plein de choses, etc., qui n'était pas encore forcément la première chose qu'on regardait. Alors, il y avait un espace à prendre. Et du coup, c'est là que j'ai essayé de me placer. C'est comme ça que j'ai eu mon poste. Donc, c'est chouette. Et c'est 10 ans plus tard qu'on commence enfin à faire des découvertes dans ce domaine. Et je m'en réjouis vraiment. Là, je suis contente qu'on ait réussi à avancer là-dedans. Parfait. En dehors de la science, est-ce que vous avez des passions? Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre?
Alors, j'ai plein de hobbies, mais maintenant, j'ai 2 jumeaux. Alors, voilà ce qui se passe. En dehors de mon travail, je suis un peu en mode binaire et je suis une maman. Donc, je m'occupe beaucoup de mes enfants et je me passionne pour les jardins d'enfants. Enfin, j'y passe beaucoup de temps. Ouais. Mais sinon, ce qu'on fait aussi ensemble, c'est on fait beaucoup de jardinage. Je m'intéresse beaucoup à ça. Là, c'est une façon de se détendre et c'est aussi en lien avec la philosophie que j'ai et qui me motive dans ma recherche, qui est de mieux comprendre l'impact de l'environnement sur notre santé. Donc, de s'intéresser à comment on produit ce qu'on mange, ben, c'est vachement intéressant, ça inspire en fait, donc c'est chouette. Puis c'est une super bonne façon de se détendre. Sinon, je fais de l'équitation, donc j'essaye de trouver un peu de temps pour ça, mais c'est pas facile. Alors, j'espère que mes enfants peut-être auront envie d'en faire avec moi, comme ça on pourra se libérer des espaces ensemble. Voilà. Est-ce que vous auriez un peu on va dire une définition de l'épigénétique? Qu'est-ce que pour vous ça représente un peu l'épigénétique? Généralement, quand j'essaye d'expliquer à ma famille qu'est-ce que l'épigénétique, je leur dis juste que c'est les outils pour lire l'ADN. Donc, ce serait ma façon très simple et succincte de dire les choses. Bah, c'est ça, c'est ce qui permet la plasticité de toute l'information génétique de notre corps. Hein. Donc, ça explique aussi grossièrement pourquoi nos cellules qui ont le même background génétique, donc le même ADN, le même mot, ne se ressemblent pas. Donc, une cellule du foie versus une cellule de la peau ou des choses comme ça. Et puis après, pour moi, l'épigénétique, c'est cette discussion entre l'environnement et ce qu'une cellule fait, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle est capable de s'adapter non seulement à son environnement cellulaire, physiologique de base, quoi, mais aussi à toute perturbation qu'on va mettre dans le système de façon artificielle en tant qu'humain ou de façon environnementale si on est une espèce dans la nature, quoi. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois l'épigénétique. Et du coup, ça résonne tout particulièrement avec votre travail et ça s'inscrit comment par rapport à ce que vous nous parliez dans les perturbateurs endocriniens, par exemple? L'idée, c'est que en 2005, il y a des scientifiques qui ont mis en évidence que si on faisait une exposition sur une génération, à un certain moment de la vie, on était capable de transmettre des anomalies sur plusieurs générations. Donc, cette transmission, elle se fait forcément par les gamètes, puisque c'est ce dont on hérite de nos géniteurs. Et je pense que la communauté scientifique maintenant s'accorde pour dire que des mécanismes épigénétiques sont en jeu, c'est-à-dire que les gamètes vont transmettre au-delà de leur ADN une information épigénétique qui va peut-être coder ou transférer soit une susceptibilité à des maladies, soit en tout cas une information héritée d'une expérience vécue, quoi. Comme on disait tout à l'heure, le fait que l'innovation technologique influence énormément les découvertes en épigénétique, il y avait beaucoup d'évidence que la méthylation de l'ADN pourrait, ou en tout cas tout le monde a focusé sur le fait que la méthylation de l'ADN pouvait être en cause dans cette transmission. Mais dans la lignée germinale, il y a un effacement quasi complet de la méthylation de l'ADN en fait en début de vie, au moment de la différenciation des cellules germinales. Donc il n'est pas complet, donc c'est possible qu'il y ait une transmission en effet au niveau de certains loci dans le génome. Mais maintenant, on est quasi sûr qu'il y a d'autres marqueurs qui transmettent cette information. Et puis, on sait aussi que tous ces mécanismes épigénétiques, donc on parle de la méthylation d'ADN, mais on parle aussi du code d'histone, on parle des ARN non codants, vont interférer les uns les autres pour s'influencer, en fait. Et c'est probablement cette intégration globale qui permettra d'expliquer cette transmission. Donc, il faut pouvoir intégrer chaque mécanisme et donc individuellement, et les intégrer ensemble à l'échelle du génome pour comprendre en fait ce code de lecture et éventuellement cette transmission. Donc c'est ça en fait l'idée de ce que j'essaye de faire, ou en tout cas de contribuer à quelques réponses là-dedans, puisqu'on essaye de voir comment une exposition donc, aux perturbateurs endocriniens dans mon cas, mais il peut y avoir d'autres choses. On a fait quelques études en collaboration sur l'impact de la diète maternelle aussi, peut affecter cette reprogrammation très précoce et qui pourrait en fait être responsable de ce qui est transmis par le gamète mature. Donc cette idée que l'environnement discute avec la cellule
au travers de son épigénome. C'est un peu comme ça que je l'exploite dans mes recherches pour comprendre les effets moléculaires de ces expositions. D'un point de vue purement fondamental, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, d'un point de vue appliqué, comme on disait, ça peut permettre de faire des marqueurs précoces ou des marqueurs de prédiction. Ça ouvre des pistes aussi pour remédier, quoi. C'est dans ce sens-là que l'épigénétique est dans ma recherche. Et justement, pour essayer d'étudier ces liens entre épigénétique et environnement, est-ce que vous avez des techniques un peu particulières qu'on n'utilise pas trop dans d'autres domaines ou des techniques que vous appréciez utiliser, dont vous voudriez parler, par exemple? Moi, je ne développe pas des techniques d'analyse d'épigénétique. J'essaye d'apprendre celles qui existent et de les utiliser pour mes recherches, en fait, simplifier cette partie-là. Donc, on vient avec une expertise dans laquelle on est capable de manipuler la reproduction, on est capable de manipuler des animaux, etc. Moi, je fais plus des modèles in vivo parce que pour reconstituer à l'échelle d'une vie la gamétogénèse, c'est encore, à ma connaissance, impossible de le faire dans un autre modèle que dans un modèle in vivo. On peut faire des parties, mais on peut certainement pas reconstituer de rien à un spermatozoïde, par exemple, puisque moi, je travaille principalement sur la gonade mâle. Donc, on a cette capacité de faire des modèles animaux. On a développé cette capacité de trier les cellules germinales à différents moments de la vie. Et donc, on a du matériel. Et l'idée, c'est de collaborer avec des gens qui savent faire d'épigénétique pour développer des outils techniques, en fait, pour pouvoir faire ces analyses d'impact de telle exposition sur le génome, par exemple. Donc là, c'est sûr qu'on a visé de le faire, envie de le faire à l'échelle du génome en entier. On pourrait le faire de façon ciblée. Historiquement, d'ailleurs, c'était fait de façon ciblée. L'idée, c'est vraiment aussi de générer des hypothèses, parce qu'on est un peu dans on part de rien, en fait. Donc, on pourrait générer plein d'hypothèses pour ensuite aller cibler certaines zones du génome qui paraîtraient plus sensibles. Actuellement, ce qu'on a développé, qu'on est en train de publier, c'est de la capture pour pouvoir faire de l'analyse de méthylation dans des zones du génome qui correspondent plus aux promoteurs, aux îlots CPG ou à des zones qui seraient sensibles à des modifications de la méthylation en un terme fonctionnel. Donc vraiment avec une implication directe au niveau de l'expression de gènes. Donc la capture ça a été développé chez la souris en particulier. Et donc moi, j'avais fait une proposition de recherche en 2017 dans laquelle on proposait de développer cette capture chez le rat parce que le rat, c'est le modèle expérimental historique en toxicologie. Pour moi, je l'aime beaucoup pour différentes raisons. D'abord, c'est plus gros, donc on collecte beaucoup plus de cellules que chez une souris. Et puis, il y a beaucoup de données dans la littérature ancienne sur le rat, contrairement à la souris, qui est devenue aussi un bon modèle parce qu'il y a des transgéniques, mais je suis restée un peu old school avec ce modèle-là. En fait, entre le moment où on a écrit la demande de subvention et où on a eu l'argent, il y a quelqu'un, miraculeusement, qui avait développé la capture chez le rat dans un autre contexte, un contexte plus pour étudier le stress et au niveau neuronal. Donc, on a eu la chance d'avoir la technique qui était développée et vendue. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent, mais nous, on l'a utilisé et ça marche super bien. Donc, on est super contents. Et là, au fur et à mesure de nos analyses, on voit à quel point, en fait, ça recouvre des zones vraiment clés du génome. À la fois, on peut aussi regarder des transposons, en plus de regarder des zones comme les promoteurs pour la régulation de gènes. C'est des transposons qui sont au niveau des introns, donc qui vont, en fait, probablement être aussi responsables de la régulation de l'expression de gènes. Donc, finalement, on a généré une base de données qui semble vraiment pertinente. Et j'y crois, moi, que ça peut devenir un outil vraiment pertinent pour d'autres parce que comme elle est justement vendue, elle est accessible et éventuellement, ça peut devenir un outil dont on se servirait de façon plus démocratisée, donc de façon plus simple. Et comme c'est de la capture, ça coûte moins cher que le séquençage, le Whole Genome by Sulfate Sequencing. Et c'est vrai que quand on regarde, on a analysé quasi 100% de nos données, quoi. On a rien jeté. Ce qu'on jette, c'est parce que le génome du rat n'est pas forcément super bien annoté encore, donc il y a des zones, on ne sait pas trop. Mais on arrive à exploiter une quantité de données incroyable. Donc ça, c'est vraiment chouette et je trouve que c'est un outil qu'on a développé sur lequel maintenant on peut vraiment baser plein de choses. Et puis là, on essaye de faire du séquençage après immunoprécipitation de la chromatine, puisque
on a démontré par immunofluorescence qu'il y avait des variations de certaines formes d'histones, ou en tout cas certaines modifications post-traductionnelles des histones pendant le développement fœtal dans les germinales, au même moment où la méthylation de l'ADN est reprogrammée. Donc, on a ciblé 2-3 formes d'histones qu'on aimerait aller investiguer un peu plus. Donc, on est en train de développer cette technique-là dans le labo. Donc, voilà ce que j'utilise moi, actuellement et qui, j'espère, qui pourra servir à d'autres après. Donc ça va dans du progrès et selon vous, quelle est vraiment la chose qui a le plus progressé, au cours des 5-10 dernières années, dans votre domaine? Dans mon domaine à moi, parce Ouais. que si je me contente de répondre dans le domaine de l'épigénétique, pour moi, c'est les modificateurs de l'épigénome. Ouais. Donc, ces aspects-là où il y a de plus en plus d'outils et de systèmes pour changer ou modifier l'épigénome, surtout dans le contexte du traitement pour le cancer. Je crois que pour moi, en tout cas pour moi, c'est la chose la plus fascinante que j'ai vue dans les dernières conférences où j'ai été ou dans les derniers articles que j'ai pu lire. Je pense que c'est un outil de demain. Il y a encore tellement de choses à découvrir sur l'épigénome, mais ces outils-là, à la fois pour le traitement ou pour la compréhension, en fait, vraiment dans le fondement de l'épigénétique, je crois que c'est ce qui va permettre les meilleures avancées. Donc nous, après, l'idée, moi, c'est que je voudrais utiliser toutes ces connaissances fondamentales de façon plus appliquée à mes questionnements de recherche. Donc, je regarde ça avec une grande fascination et j'essaye de suivre parce que ça va vite et c'est compliqué, mais c'est ça. Dans le domaine de la reproduction, c'est certainement le fait que c'est seulement en 2005 qu'il y a eu la première suspicion de transmission transgénérationnelle. Le nombre d'études, d'abord en opposition avec ces données, puis maintenant d'autres qui peuvent être plus en accord avec ces données, les démonstrations mécanistiques, le poids de l'évidence, comme on dit, mais c'est incroyable ce qui s'est passé en l'espace d'une quinzaine d'années et ce qui continue à se faire. Et d'une autre façon, ce qui est assez incroyable, c'est que je pense que le public n'est pas très averti de ça. Et puis aussi, c'est des aspects moléculaires qui sont très complexes et qui sont difficiles à expliquer aux gens, en fait, qui ne sont pas dans le domaine. Du coup, je pense que c'est ça qui est le plus fascinant à observer ou à contribuer, c'est de voir cette science évoluer et de le voir s'appliquer, le voir se faire comprendre par le public et le voir éventuellement se faire comprendre par les réglementaires aussi pour petit à petit comprendre que ces mécanismes-là sont importants à prendre en considération pour le diagnostic des maladies, la susceptibilité aux maladies et qui est probablement en fait l'explication de je sais pas moi, 50 ans de déclin progressif de la santé humaine en fait. Donc c'est fascinant de voir ça, d'être spectateur de ça, d'être un spectateur informé de ça, c'est génial. De pouvoir être un acteur, alors ça, ce serait encore plus extraordinaire. On essaye un petit peu. Petite goutte dans l'océan. Donc, on a déjà un petit peu abordé ce que vous disiez sur le rat, l'étude du développement des gonocytes mâles, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de comment ça a débuté? Est-ce que vous avez peut-être, par exemple, commencé dans un autre modèle que vous avez ensuite enchaîné sur le rat? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Oui, mais en fait, mes idées de recherche actuelles, elles ont germé pendant mon postdoc. À la fin de mon postdoctorat, j'avais la chance d'avoir un directeur de postdoc qui croyait en moi plus que moi et qui me donnait de l'espace pour développer mes propres idées pour qu'un jour, je puisse les développer dans mon laboratoire. Ce que je faisais, c'est que je récupérais le matériel qu'on avait. Donc, on avait de la souris et du rat, en fait. Donc, moi, je m'amusais avec ces restants d'organes dans le labo. Et moi, je fais beaucoup d'histologie. J'adore ça. La trancheuse à jambon, c'est ce que j'aime bien. Et donc, je me suis mise à balancer plein d'anticorps qu'on avait parce que justement, on commençait à explorer les modifications d'histones, tous ces mécanismes épigénétiques, des méthylations de l'ADN, etc. Et donc, je faisais quelque chose de très fondamental qui était d'essayer de faire une espèce d'ontologie de ces marques de façon purement avec de l'observation, quoi. Donc, à large échelle, avec des techniques qui n'étaient absolument pas très subtiles en termes de quantification, mais qui permettaient de jeter des hypothèses un peu, de faire des observations rigolotes. Et en fait, je voyais des différences entre la souris et le rat. Déjà, ça m'intéressait un peu. Et puis, quand justement j'ai postulé pour mon poste de prof,
J'avais utilisé ces données préliminaires pour démontrer que j'avais la capacité technique de faire certaines choses et puis aussi de voir qu'il y avait des interrogations qui émergeaient de ces observations, etc. En arrivant à mon labo, j'ai développé uniquement le modèle de rats parce que j'ai récupéré des rats transgéniques qu'on utilisait déjà pendant mon postdoc, qui étaient des rats qui avaient été donnés à Bernard Robert, qui avaient été générés aux États-Unis, qui expriment la GFP spécifiquement dans les cellules germinales tout au long de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas sous contrôle de OCT4 comme chez la souris. Donc, c'est possible de trier ces cellules dès la différenciation de la gonade jusqu'au spermatozoïde. C'est un modèle qui est très intéressant. J'ai mis toute mon énergie à développer une plateforme technique pour trier ces cellules de façon autonome dans mon laboratoire. Il faut prendre conscience de l'échelle de temps. On m'a quand même déjà pris 3 ans et demi ou 4 ans à peu près. Donc, à partir du moment où on a développé ça, moi, maintenant, mon objectif, c'est vraiment d'explorer tout ce qu'on peut à partir de ce matériel-là, quoi. On a comme développé une plateforme technique, donc on reste relativement ciblé, peut-être un peu trop obstiné, mais on reste complètement ciblé sur le rat, quoi. On continue à regarder le développement. Là, on a soumis, j'espère que ça va être publié très bientôt, la cartographie donc, de la méthylation de l'ADN ciblée par méthylcapture de la cellule germinale fétale, donc du gonocyte au moment où la vague de reméthylation commence, jusqu'au spermatozoïde. Donc, on a vraiment cette particularité de regarder 2 fenêtres de développement qu'on connaît comme sensibles à des perturbations exogènes, qui sont la deuxième phase de la gestation chez les rongeurs. Donc, toute cette phase de reméthylation de l'ADN dans la gamète mâle. Et ensuite, on a ciblé la spermiogénèse. Donc, on s'est mis en collaboration avec Guylain Boissonneau de l'Université Sherbrooke. Lui, il avait développé une technique très particulière de tri des cellules germinales. Donc, c'est ça qui nous relie parce que finalement, on a développé cet aspect très technique. Et lui, il le faisait chez la souris. Et dans notre projet collaboratif, on a extrapolé ces techniques chez le rat et ça marche très bien. Donc, on est capable de trier des spermatides à des moments de la compaction de la chromatine, donc de la spermiogénèse, de façon très ciblée et très pure. Donc, ça nous a permis d'étudier une phase de la maturation vers le spermatozoïde qui était encore très, très peu explorée par un défaut technique parce qu'on n'était pas capable de distinguer ces différentes populations. Pourtant, Guylain, lui, sur toute sa carrière, il a démontré que c'était un moment où il y a des remaniements génétiques et chromatiniens qui sont fondamentaux pour ce que le spermatozoïde va transmettre à l'embryon, en fait. Donc, c'est une période charnière qui était encore plus élucidée parce si on prend au début de cette phase et le spermatozoïde, ils se ressemblent beaucoup. Donc, par défaut, on a fait une ligne entre ces 2 points et on a dit qu'il n'y a pas de changement. Et nous, justement, là, dans notre cartographie, on démontre qu'il y a quand même des changements de façon plus subtile que pendant la phase fétale où c'est vraiment une reprogrammation complète, mais où on a probablement une reprogrammation dans des zones clés et une sensibilité éventuellement à l'environnement qui pourrait être cruciale pour fécondation ou ce qui est transmis à la génération suivante, en fait. Donc, en parallèle de ces analyses sur des fenêtres de développement particulières d'un point de vue complètement fondamental, on s'intéresse à comment est-ce que des altérations, en particulier pendant la vie fétale, donc pendant cette période de reprogrammation de la méthylation de l'ADN, vont affecter en fait l'épigénome du spermatozoïde. Donc là, on a fait 2 modèles expérimentaux. Le premier, on a donné un régime riche en gras à des femelles lactantes. Ça, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec Deborah Sloboda, qui en fait, elle avait démontré que ces positions fétales, ça altère l'ovogénèse. Et elle avait toujours voulu trier des cellules germinales de façon plus précoce pour essayer de voir quels étaient justement ces éléments prédictifs. Quand elle a su qu'on avait ce modèle-là, mais on a collaboré pour pouvoir le monter. Donc, c'est un projet qui est en cours d'analyse là et qui démontre finalement que de façon précoce, on ne voit pas forcément des effets drastiques au niveau de la méthylation de l'ADN, mais ce qui est intéressant, ce qu'on a démontré, ça revient à quelque chose de plus fondamental, qui est que le mâle et la femelle semblent déméthyler différemment. Et alors ça gêne tout un tas de possibilités par rapport à la susceptibilité des mâles par rapport aux femelles, et ça rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus, qu'on étudie de plus en plus et qui, je crois, est très pertinent en lien avec la santé humaine, c'est cet aspect sexe spécifique. Donc, les effets qu'on transmet pendant la gestation ne vont pas forcément avoir les mêmes impacts ou les mêmes influences si
le fœtus qui est en train de se développer est un mâle ou une femelle. Donc, dans le contexte des rongeurs, on a des mâles et des femelles en même temps, donc on est capable de voir la différence au sein même d'une même portée. Alors, c'est assez fascinant. Donc, ça aussi, c'est des choses en cours. Et ce qu'on a fait depuis l'été dernier, c'est une grosse étude dans laquelle, l'idée, c'est de voir à quel point les facteurs de transcription qui sont en lien avec les stéroïdes sexuels vont jouer dans toute cette modification de la chromatine. Donc, il y a de plus en plus d'évidence que les facteurs de transcription peuvent être des mécanismes épigénétiques. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules environnementales qui vont aller altérer les voies de signalisation type œstrogène-androgène. Ces voies de signalisation passent par des récepteurs qui sont des facteurs de transcription. Donc, le CRSNG m'a financé pour mieux comprendre d'un point de vue fondamental comment est-ce que cette voie de signalisation des stéroïdes sexuels, donc via leurs récepteurs, peut jouer un rôle dans ce remaniement chromatinien dans les cellules germinales. Donc, c'est ça qu'on fait. On a exposé des rats à différents agonistes, antagonistes de ces voies et on regarde un petit peu comment ça influence la mise en place de l'épigénome. Donc, ça, c'est ça. J'ai commencé mon financement en 2022. Donc, ça, c'est vraiment vers là qu'on s'en va pour les 5 prochaines années. Et on espère qu'on va pouvoir finalement utiliser les connaissances fondamentales et techniques qu'on a développées pour quelque chose de plus appliqué. Dans le fond, finalement, c'est presque la première fois que je suis capable de le mettre en place dans mon laboratoire. Après 10 ans, je rappelle. C'est peut-être un peu lent, mais c'est parce que c'est très long à mettre en place tout ça. Et ça, on ne se rend pas vraiment compte, mais la mise au point d'une idée et l'application du fondamental aussi jusqu'à l'appliquer dans la recherche, c'est vraiment un temps qui est très différent des autres métiers. C'est très intéressant de voir ça, qu'une idée qui a germé il y a peut-être une dizaine d'années peut enfin se réaliser après Ouais, beaucoup de collaboration. après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Peut-être que s'il y avait eu plus d'argent, on irait plus vite. C'est ça aussi, prendre en considération que quand tu mélanges quelque chose qui est en lien avec la reproduction, l'environnement, on sort de côté un peu comme on disait buzzword de l'épigénétique qui m'avait un peu inspiré au début parce qu'il y a quand même, il y en a, mais il n'y a pas assez de financement pour la santé environnementale qui relie avec cette problématique de la reproduction. On n'est pas dans l'idée de régler un problème de fertilité, on est plus dans l'idée de régler quelque chose sur des transmissions et donc de faire des enfants qui sont plus susceptibles de génération en génération à développer des maladies, quoi. Donc, c'est quelque chose où les financeurs, ils n'ont peut-être pas encore vu que c'était hyper important de financer ça. Donc, ça, c'est un frein, c'est un frein pour que ça aille plus vite. Donc, voilà. Et puis, bon, après, on est des humains, donc on travaille, mais bon, après, il faut aussi faut concilier les choses. Je vous ai dit que j'avais eu des jumeaux. Donc, il faut faire chaque chose, quoi. J'avais juste une question un peu sur le poids des perturbateurs endocriniens que vous utilisez, par exemple, ou les modifications d'environnement. Est-ce que vous vous inspirez, par exemple, de ce qui peuvent toucher les humains et vous essayez de l'appliquer aux rats, ou c'est différent? Oui, ben, on utilise le rat comme un modèle pour un contexte où ce serait des expositions humaines. Ça, c'est sûr que le rat est là pour modéliser quelque chose qui pourrait arriver à l'espèce humaine. On pourrait l'utiliser dans un contexte plus écotoxicologie et quand ce qui se passe pour des mammifères sauvages. Il y a beaucoup d'études qui sont faites pour même d'autres espèces que les mammifères avec d'autres modèles. Donc, les impacts sont pour les deux, quoi, l'humain et puis les espèces sauvages. D'ailleurs, si tu regardes historiquement la littérature, il y a eu des observations dans la nature de choses, comme par exemple les crocodiles qui naissaient avec des micropénis parce qu'il y avait eu des déversements chimiques d'un certain lac en Floride, des anomalies de la reproduction, et des intersexes chez les poissons, etc., etc. Et en fait, c'est grâce à ces observations dans la nature qu'on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un impact sur la santé de reproduction, ou en tout cas le développement d'appareils reproducteurs. Et donc, il y a un dialogue permanent entre les modèles, les observations et puis la santé humaine. Mon modèle s'applique principalement à la santé humaine, mais il est bon aussi pour tout ce qui est des espèces sauvages, quoi. Je pense que dans la question, il y avait aussi dans les choix qu'on fait en termes de chimique. Donc, il y a plusieurs stratégies et il y a plusieurs projets en cours. D'abord, je fais certains projets en collaboration.
parce qu'on a développé depuis mon doctorat, j'ai des modèles d'exposition du testicule fœtal. Donc, c'est des modèles qui avaient été développés par René Habert à la base, que j'ai ramené moi avec moi, et qui nous permettent de faire un screening, en fait, donc de détecter relativement rapidement des effets au niveau cellulaire, au niveau biochimique, d'exposition à différents polluants. Donc, dans ce contexte-là, quand des collaborateurs ou moi, je lis des choses sur certains contaminants qui peuvent être d'intérêt, on peut tout de suite exposer ces modèles-là dans le labo. En ce moment, on étudie des contaminants qui sont en lien avec la fracture hydraulique, qui est quelque chose qui est fait beaucoup en Colombie-Britannique. Et j'ai des collaborateurs qui ont fait des études de biomonitoring, qui ont vu que les femmes enceintes certaines étaient exposées à des niveaux au-dessus des normes et au-dessus de la moyenne canadienne. Donc, on a voulu faire des études où on met en lien la cause du problème. Et donc, on a ces modèles expérimentaux pour le faire. Dans un autre cadre de collaboration, on regarde des contaminants émergents comme les remplaçants des bisphénol A parce qu'ils ont été bannis dans certaines matrices. Donc, on les remplace avec autre chose. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une liste incroyable de chimiques qui existent. Et je participe aussi maintenant à des études de biomonitoring. Donc, c'est pas du biomonitoring en fait, parce que c'est dans l'air. Donc, c'est assez nouveau. C'est une nouvelle source d'exposition. Est-ce qu'on pourrait trouver ces chimiques dans l'air? Donc, ça, c'est des choses qui après peuvent feed mes projets de recherche, dans le sens où si on trouve des nouveaux produits chimiques, on va regarder ce que c'est sans vraiment savoir comment ils agissent dans la cellule. Ça va être vraiment basé sur une observation d'effet, quoi. D'un autre côté, quand je parlais de mon projet plus fondamental financé par le CRSNG, c'est vraiment de comprendre les voies de signalisation. Donc, dans ces cas-là, moi, j'utilise des agonistes et des antagonistes pharmacologiques pour cibler une voie de signalisation. Donc, indirectement, ça informe sur les perturbateurs endocriniens parce qu'ils passent par ces voies de signalisation. Mais les perturbateurs endocriniens, ils passent probablement par des effets multiples. Donc, ça n'expliquera qu'une partie. Mais cette contribution, d'un point de vue mécanistique fondamental, elle n'existe pas encore. Donc, ça reste, comme on disait tout à l'heure, une goutte dans l'océan, mais une goutte importante pour comprendre mieux les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est ça un peu la stratégie. Ça répond un peu à la question que j'avais au vu de la multitude des perturbateurs endocriniens, de la manière dont ils vont pouvoir agir. Et c'est vraiment une très grande diversité de choses. Modifier ensuite tout le développement de ce que vous regardez, l'appareil reproducteur en particulier. C'est quel est vraiment le plus grand défi à relever du coup, dans votre recherche? En termes de toxico, c'est vraiment mieux comprendre l'exposome et mieux comprendre l'effet des mixtures, parce qu'actuellement, la toxicologie, ça reste une vieille science basée sur des théorèmes de 1500 et quelques, qui sont que la dose fait le poison. Alors, c'est vrai hein, pour plein de choses, hein, c'est très valide, mais pour les perturbateurs endocriniens, d'abord, ce dogme, il est un peu remis en question, dans le sens où les petites doses peuvent aussi avoir des effets. Le fait que la réglementation se base sur des connaissances où on expose ou alors on fait des modèles in vitro, enfin peu importe le modèle, c'est un composé à la fois. C'est pas du tout concordant avec la réalité de notre exposition multiple, que ce soit à l'environnement chimique, mais bon, après, éventuellement, ça s'additionne avec plein d'autres aspects physiologiques, c'est-à-dire le stress, l'alimentation, tout ça. Donc, c'est tout qui se parle dans notre corps, quoi. Donc, les perturbateurs endocriniens, un acteur parmi plein d'autres, et déjà, cet acteur, c'est probablement des milliers de composés, quoi. Donc, le plus grand défi, c'est de trouver les outils pour faire face à comprendre ça. Ça donne un peu le vertige pour moi, personnellement. Je pense qu'il va falloir faire intervenir beaucoup des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des modèles in silico. En tout cas, s'il y a bien une sphère dans laquelle je vois que ces innovations peuvent s'appliquer, ce serait ça. Et comme je vois le domaine de la toxicologie évoluer, il y a un challenge double, c'est développer les modèles pertinents pour faire ce genre d'analyse et développer les algorithmes qui vont être capables de faire des combinaisons chimiques pour mieux comprendre les effets cellulaires, quoi. Donc, c'est quand même un gros challenge, ça. C'est aussi très intéressant de regarder comment cette discipline évolue, quoi. En fait, on lit beaucoup de choses dans les journaux, dans les articles ou même à la télé, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est vraiment très anxiogène parfois parce que c'est vraiment plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte et c'est super intéressant de voir que vous faites de la recherche là-dessus et que c'est aussi c'est difficile à mener parce que techniquement, on n'est pas encore capable d'implémenter toutes les données-là pour comprendre, quoi.
Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je pense que je devrais rajouter pour rebondir sur ce que tu viens de dire qu'un des challenges, ça va être de remédier, quoi. Parce que en effet, maintenant, c'est très anxiogène et il n'y a pas forcément encore de solution. On cherche, on essaie de comprendre, etc. Mais la recherche de solutions devient une priorité, en effet. Parce que des alternatives, la façon dont l'individu peut se protéger face à tout ça. Donc ça, c'est comme on disait tout à l'heure aussi, cette transmission, cette communication de la science vers le public cible, en fait, qui est tout le monde. Hein. C'est hyper important qu'on travaille là-dessus parce que des fois, on s'enferme dans des termes techniques très, très moléculaires, etc. Et ça peut être un peu imperméable pour le public. Donc, c'est intéressant aussi cet aspect-là. C'est probablement, ouais, tu as probablement pointé du doigt un des challenges importants aussi. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange, c'était très très intéressant. Et avant de vous laisser partir, on aime bien finir avec une question qui est: est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs, potentiellement à des étudiants ou personnes en général qui nous écoutent? Ouais, mais j'en ai plusieurs. La première qui me tire vraiment à cœur, c'est d'être vous-même. Soyez vous-même et c'est seulement comme ça que vous réussirez. Donc ça, c'est très important. Puis la deuxième, je crois que c'est de ne pas avoir peur de douter, pas avoir peur de se tromper. C'est comme ça qu'on fait avancer, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui souvent, justement, est anxiogène, crée des barrières, etc. Parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas, on doute de soi-même, on doute de ses résultats, on doute de sa capacité, on doute de plein de choses et ça devient des barrières infranchissables, alors qu'en fait, j'ai envie de dire que c'est le parcours normal et que c'est comme ça qu'on y arrive. Qu'on y arrive, ouais, qu'on y arrive et qu'on peut faire les choses. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà, je dirais ça, ce sera mon conseil. Merci beaucoup pour avoir accepté cette interview et puis de nous avoir partagé tout votre parcours. Merci encore. Merci. Merci à vous, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci d'avoir écouté Parlons Épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de visiter notre site internet thisisepigenetic.ca.